Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Citéco. Je vais commencer par me présenter. Moi, c'est Cécile David, je suis journaliste pour Brief Éco. C'est quoi Brief Éco? C'est une newsletter qui décortique chaque semaine l'actualité économique avec deux promesses: vous permettre de comprendre facilement l'économie et vous présenter la diversité des points de vue sur chaque problématique. Donc, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui afin de poursuivre ce cycle de conférences centrées sur la mondialisation, comme l'a expliqué Aurélie. Et c'est vrai que quand on parle de puissance mondiale, on pense spontanément à l'économie, à la défense, aux nouvelles technologies, et on oublie souvent un secteur qui est pourtant central, qui est celui de la culture. Or, les industries culturelles représentent un poids économique considérable à l'échelle mondiale et elles jouent un rôle stratégique croissant, comme on va le voir, que ce soit le cinéma, la musique, la mode, les séries, même les jeux vidéo. Tous ces secteurs façonnent les imaginaires, influencent les préférences et participent à la rivalité entre puissances. Donc c'est le thème de notre conférence d'aujourd'hui, la culture, super pouvoir mondial. Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir trois intervenants qui ont des profils très complémentaires. Donc tout d'abord, Françoise Benamou, vous êtes économiste spécialiste de l'économie de la culture et des médias, professeure émérite d'économie à l'université Sorbonne Paris-Nord et présidente du Cercle des économistes, qui est un centre de réflexion. Et vous occupez diverses fonctions, dont celle de présidente du comité consultatif des programmes de la chaîne Arte. À vos côtés, il y a Thierry Meyer, économiste également, spécialiste du commerce international, de l'intégration économique européenne et de la nouvelle économie géographique. Vous êtes professeur à Sciences Po et conseiller scientifique au CEPI, dont vous a parlé Aurélie tout à l'heure. Et pour avoir une vision un peu plus institutionnelle, j'ai aussi le plaisir d'accueillir François Ronan-Dubois. Vous êtes responsable du pôle débat d'idées et citoyenneté à l'Institut français. Donc l'Institut français, c'est un établissement du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et aussi du ministère de la Culture qui en fait promeut la culture française à l'international en dialogue avec les cultures étrangères. Vous avez aussi été adjoint du Conseil de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France en Australie. Je m'arrête là pour les présentations. Bonjour à tous les trois. Il nous reste donc 50 minutes pour discuter de ce sujet qui est passionnant, qui est la culture, en tant que super pouvoir mondial. Et à la fin, je vais réserver quelques minutes, 10 minutes, 15 minutes, on va voir selon le temps, pour que vous puissiez poser vos questions, parce que je suis sûre que vous en avez plein. Pour commencer, je vous propose qu'on pose un peu le cadre parce que c'est important de bien comprendre de quoi on parle. Et quand on parle de pouvoir de la culture, on entend souvent la notion de soft power. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà entendu, mais en fait, c'est quoi le soft power et comment ça marche? Donc Françoise Benamou, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que le soft power et est-ce qu'il y a une définition précise et est-ce que ça a évolué au fil du temps? Oui, merci beaucoup et bonjour à tous et bonjour à toutes. Le soft power, évidemment, la notion peut paraître un petit peu décalée alors que nous sommes en pleine guerre, mais en réalité, la puissance militaire se conjugue avec le soft power. Alors, c'est un concept qui a été élaboré dans les années 1990 par un Américain, Joseph Nye, qui était professeur à Harvard et ancien sous-secrétaire d'État à la sécurité nationale sous l'administration Carter. C'est un concept, alors il faut le dire, un petit peu flou, mais qui en fait parle beaucoup et revêt aussi une signification qui est assez grande. Alors je prends la définition que Joseph Nye apportait: l'habileté d'obtenir ce que vous désirez par attraction plutôt que par la coercition ou le paiement. Il est issu de l'attractivité de la culture, des idées politiques et de la politique d'un pays. Puis dans un autre texte, il dira: dans l'ère de l'information où nous nous trouvons, le succès ne résulte pas seulement de l'armée victorieuse, mais aussi du récit victorieux. Et le terme récit est extrêmement important aujourd'hui, où les récits se heurtent, le vrai, le faux, etc. Je pense qu'on y reviendra. Et donc l'objectif du soft power, c'est de séduire, c'est d'influencer, bien sûr, au point de vue géopolitique, au point de vue économique, au point de vue culturel, à travers des récits, à travers aussi des biens et des services culturels que l'on fait circuler dans le monde, et à travers, au-delà des récits et de ces biens et services, une réinterprétation quelquefois de l'histoire, quelquefois même une réécriture de l'histoire, et on y assiste aujourd'hui grandement.
Alors les artistes disent encore mieux ce que disent les économistes, les politistes, etc. Picasso disait, après avoir achevé l'une de ses plus célèbres toiles, qui était Guernica, il disait « La peinture n'est pas faite pour décorer les appartements, c'est un instrument de guerre offensif et défensif contre l'ennemi. » On ne pouvait pas mieux dire ce que c'est finalement que le soft power. Alors dans une table ronde que j'avais animée aux rencontres économiques d'Aix, que le Cercle des économistes organise chaque année, Pierre Buller, qui était ambassadeur en Pologne, faisait la remarque suivante que je trouve intéressante. Il disait de vieux pays qui avaient une diplomatie culturelle active, comme la France, comme le Royaume-Uni, comme l'Allemagne, ont découvert qu'ils pratiquaient le soft power sans même le savoir. Et ça, c'est tout à fait vrai. Mais il n'y a pas que les vieux pays, et les pays plus jeunes, qui non seulement le découvrent, mais en font vraiment quelque chose de très, très fort et de très construit. Et évidemment, l'exemple, c'est la Corée du Sud avec la musique. Et non seulement la musique, mais un très bon livre qui s'appelle K-pop, Soft Power et Culture Globale de Sylvie Octobre et de Vincenzo Sicheli, montre que grâce à la K-pop, justement, ce pays a pu influencer le monde entier, et aussi avec ses séries, avec une vague de produits culturels qui ont déferlé bien au-delà de l'Asie et qu'on trouve en masse sur Netflix notamment. Et ça suscite un très grand engouement parce qu'ils ont compris qu'il y avait peut-être des recettes extrêmement simples pour essayer de faire passer des idées qui le sont moins. Et c'est le fruit vraiment de tout un écosystème politique et économique qui s'est mis en place, et avec cette efficacité, donc pour faire passer l'idée, enfin, et même une espèce de, je sais pas comment dire, de globalisation alternative en quelque sorte. Et donc ces images, ces récits, on va les voir circuler. Je vais peut-être m'arrêter là, à travers la mode, à travers les séries télévisées, à travers la gastronomie, ça a été dit tout à l'heure à propos des burgers, à travers... on parle même de gastrodiplomatie aujourd'hui. Et donc, cette circulation, elle a un lien extrêmement fort, et on y viendra, je pense, tout à l'heure, avec l'économie. Alors, je voudrais juste dire une dernière chose, c'est que le soft power s'est décliné ultérieurement en ce qu'on a appelé le smart power, qui a été théorisé notamment par Suzanne Nozell dans la revue américaine Foreign Policy, et qui a été mis en avant notamment par Hillary Clinton. C'est la nécessité d'une armée forte, d'alliances, de partenariats, d'institutions à tous les niveaux, une combinaison en quelque sorte du hard power et du soft power. Et puis un petit peu plus tard, on va parler justement du sharp power, cette fois-ci, et qui sera défini comme l'ensemble des actions d'influence de la part, cette fois-ci, des régimes autoritaires. Et je retrouve mes récits alternatifs que j'évoquais tout à l'heure. Alors, le NAI n'emploie pas l'expression de récits alternatifs, mais c'est bien de cela qu'il s'agit. Voilà, je vais peut-être m'arrêter. Merci beaucoup pour cette belle introduction. Pour essayer d'y voir encore un peu plus clair, est-ce que vous pouvez nous dire, François Ronan-Dubois, si on peut mesurer le soft power et en fait nous expliquer un peu ce que cherche concrètement un État lorsqu'il développe ce soft power, même s'il y a eu déjà quelques petits éléments de réponse. Oui, effectivement. En fait, en pratique, on parle effectivement de ce continuum entre hard power, qui est la capacité à contraindre avec les armées, avec des moyens de coercition économique, de sharp power, qui est donc ce moyen de manipuler, de déstabiliser, avec des opérations de sabotage, de propagande, avec des récits alternatifs, avec des médias alternatifs. Et à l'autre bout du spectre, on aurait le smart power, qui est la capacité à persuader, à séduire par les instruments de la culture, de la science et parfois de la religion. Cependant, on voit bien dans cette description que le soft power, c'est pas tout à fait une dimension de la puissance similaire aux deux autres. Dans la plupart des États, c'est le gouvernement qui contrôle l'armée. C'est le gouvernement qui va organiser et parfois produire lui-même ses missiles, ses engins de guerre. C'est le gouvernement qui va fonder ses agences de renseignement, entraîner ses espions, et il va les déployer partout dans le monde. Dans la plupart des pays, et en tout cas dans les démocraties, ça n'est pas le gouvernement qui écrit lui-même les films, qui écrit lui-même les livres, ça n'est rarement lui qui les diffuse. Donc
le soft power, c'est un pouvoir qui peut s'exercer parfois au détriment du gouvernement. C'est un pouvoir qui parfois ne cherche pas à obtenir des effets. Et c'est un pouvoir qui n'est pas toujours organisé par le gouvernement. Donc, un exemple très simple, quand dans un État autoritaire, il y a des œuvres artistiques qui sont produites par des dissidents, le pays jouit bien par ces œuvres artistiques d'un certain crédit à l'étranger, mais ce crédit il s'exerce aux dépens du gouvernement que ces œuvres vont dénoncer. Oui, vous donniez un exemple intéressant de Olga Tokarczuk, que je ne sais pas très bien prononcer, mais... Alors, oui, ça c'est... Ou alors on peut penser à Bad Bunny au Super Bowl, qui célèbre la culture hispano-américaine et qui se fait attaquer par le gouvernement Trump. Olga Tokarczuk, elle gagne le prix Nobel de littérature, donc grande écrivaine polonaise, gagne le prix Nobel de littérature et représente une certaine vision de la Pologne, de la culture polonaise, progressiste, féministe, écologiste, au moment où un gouvernement d'extrême droite est en pouvoir en Pologne, qui dénonce Olga Tokarczuk comme une autrice antipatriotique en quelque sorte. Donc il y a bien un regain de crédit, d'influence pour la Pologne en tant que pays, en tant que culture, mais qui échappe à la stratégie du gouvernement. Donc le soft power, c'est quelque chose qui est un petit peu particulier dans les dimensions de la puissance qu'un gouvernement met en œuvre. Ce qu'une diplomatie culturelle, donc la tentative par un gouvernement d'organiser ses ressources culturelles en puissance, en action à l'étranger, on recherche en général trois choses. On recherche à s'informer sur les autres pays, on recherche à exporter des biens et des services culturels parce qu'on pense en tirer des profits, et on recherche à convaincre, persuader, influencer. On a beaucoup parlé de diplomatie d'influence par le passé. On cherche à s'informer parce qu'on veut mieux connaître les pays et que c'est par cette connaissance qu'on estime pouvoir avoir une action politique efficace, avoir une créativité intéressante, avoir une science dynamique. Donc il y a une dimension d'information qui n'est pas un pouvoir, qui est juste un échange. On cherche à exporter des biens culturels parce qu'on pense en tirer des profits réputationnels, économiques. Et enfin, on cherche à transmettre des valeurs morales et politiques qui sont toujours inextricablement attachées aux valeurs culturelles. Merci beaucoup. Donc, c'est pas si simple que ça, finalement, cette notion de soft power. Et quand on parle de mondialisation, on dit qu'il y a souvent donc, des gagnants, des perdants. Peut-être pour commencer, on pourrait parler de qui domine cette mondialisation au niveau culturel. Je m'adresse à vous, Thierry Meyer. Si on regarde, on en parlait, les échanges internationaux de biens culturels, quels sont aujourd'hui les pays qui dominent ? Voilà. Et est-ce que ça a évolué ? Alors d'abord, bonjour à tous, pour voir qu'est-ce qu'on mesure en tant qu'économiste. Donc ce soft power, ça a été justement dit, il a une certaine définition, et on aimerait bien pouvoir mesurer ce qui correspond à cette définition, ce qui n'est pas toujours évident. Donc en tant que bête économiste, on mesure ce qu'on peut voir dans les statistiques. Donc d'abord, on mesure le commerce de biens et de services entre un pays et un autre. Donc ça, c'est assez facile. Et il y a une liste de biens culturels établie par l'UNESCO, il y en a d'autres. Donc ça, c'est une mesure assez classique, et je vais revenir dessus dans 2 minutes. Puis après, il y a des mesures un peu plus... entre guillemets, disons, moins statistiques, qui sont par exemple les mesures de box-office, où on essaye de voir sur différents sites internet quels sont les films, quels sont les morceaux de musique, quelles sont les séries télé qui font plus ou moins d'audience. Et donc ça, c'est pas mesuré vraiment en termes de financiers, mais en termes d'audience d'un pays à l'autre. Donc on a ces bases de données. Et puis, donc, c'est des bases de données qui sont dans l'essentiel bilatérales, donc entre un pays d'origine et un pays de destination. Et donc, les économistes travaillent sur ces flux, des flux de commerce de biens, classiques, entre guillemets, depuis des décennies, et ont développé des outils pour analyser ces flux de commerce de biens, en particulier quelque chose qui s'appelle le modèle de gravité ou de gravitation, qui essaie de décrire un peu l'intensité de ce flux entre deux pays. Et comme dans la gravitation physique, c'est vraiment la taille des deux pays, ou des deux planètes, donc mettons France, États-Unis, Chine, Afrique du Sud, Corée du Sud, etc. Et puis les frictions qui les séparent, donc il y a la distance, mais évidemment en économie, il n'y a pas que la distance physique. Et puis donc ça on sait très bien le faire sur
sur le commerce de biens traditionnels, et ça marche extrêmement bien. Ça décrit très très bien en fait pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup d'échanges de biens entre, mettons, la France et la Belgique. Et ben, c'est parce qu'ils sont prêts, c'est parce qu'ils parlent la même langue. Et donc il y en a plus entre la France et la Belgique qu'entre la France et la Hollande, etc. Donc ça, on sait très bien faire. On peut l'appliquer aux biens culturels. Et de manière peut-être surprenante, peut-être pas très surprenante, ça se comporte très très similaire, de manière très très similaire aux biens traditionnels en fait. Donc il y a des effets de taille qui sont très importants. Et puis je vais revenir à votre question de qui sont les grands acteurs. Et dans ces effets de taille, on va justement pouvoir dire bon bah les États-Unis, oui, c'est un acteur majeur du commerce de biens culturels, mais c'est aussi entre 20 et 25% du PIB mondial. Donc c'est pas très étonnant non plus. Ce qui est plus étonnant, c'est par exemple la Chine, vu sa taille dans le PIB mondial, pourquoi est-ce qu'elle n'exporte pas plus de biens culturels? Donc on va pouvoir mesurer une sorte d'avantage comparatif du pays en tant qu'exportateur de biens culturels vers le monde entier, okay, indépendamment de la distance, et puis on va pouvoir mesurer ces frictions. Et là-dessus, la distance a un impact très fort, mais il y a d'autres choses qui vont avoir un gros impact, qui sont d'abord le biais domestique. Donc le biais domestique qu'on observe, c'est toutes choses égales par ailleurs, je vais consommer des biens culturels belges en Belgique. Je sais pas pourquoi, j'ai rien contre la Belgique, hein, c'est juste prendre un exemple comme ça. Suisse en Suisse, même si en fait j'en produis pas beaucoup, mais je vais en consommer de manière totalement démesurée. Donc entre 15, 20, 30 fois trop entre guillemets par rapport à ce que je devrais. Étant donné que, évidemment, je suis plus proche de moi-même, mais en même temps, je suis pas un très gros producteur, donc je devrais pas en consommer. Si je produis 2% des biens culturels mondiaux, je devrais en consommer que 2%. Et en fait, dans ma part de consommation, en général, c'est beaucoup plus élevé que ça, vraiment beaucoup plus élevé que ça. Donc il y a ça, la distance compte, et des choses très intéressantes comme la langue commune et l'histoire commune. Donc la langue commune, on voit bien pourquoi. Ça traduit une histoire commune et ça traduit évidemment le vecteur de compréhension du bien culturel, même si dans les tableaux, non. Donc pas tous les biens culturels, mais certains. Et il y a également donc tout un tas de mesures de proximité culturelle et des liens historiques qui expliquent ça. Donc ça c'est un premier aspect. Donc les États-Unis, la Corée, et on peut suivre en fait dans le temps les avantages comparatifs des différents pays dans différents biens culturels, et on voit très très bien la K-pop émerger. Et on voit des choses aussi intéressantes, qui est que malgré la digitalisation des échanges, malgré le fait que de plus en plus de ces échanges, en fait, aujourd'hui, on voit pas la friction vraiment, hein. On regarde sur Spotify, sur Deezer, et on voit pas vraiment d'où vient la musique qui a été créée. En fait, il y a toujours un bien domestique très important, il y a toujours un impact de la distance très important. Il réduit légèrement dans le temps, donc on est dans un monde de moins en moins soumis à la distance, mais très doucement. Très doucement. Et c'est vraiment quelque chose qui est assez frappant, auquel les économistes ne s'attendaient pas du tout. On s'attendait à ce que la distance, en gros, disparaisse, surtout dans ces industries-là. Et c'est pas vraiment le cas. Il reste des biais domestiques très importants et un impact de la géographie. Pourquoi pour peut-être rebondir, mais vous m'arrêtez si je suis trop... Pour peut-être rebondir sur ce qui a été dit, pourquoi c'est important, pourquoi c'est intéressant. Donc en tant qu'économiste, on va être capable de mesurer ça et de décrire les flux de biens culturels. Mais souvent, effectivement, les États essayent d'influencer le commerce de biens culturels, soit en promouvant les exportations, soit en ayant un certain contrôle sur les importations de biens culturels, pour aboutir à des résultats. Donc, un résultat qu'on va obtenir, en tout cas en tant qu'économiste, c'est que les biens culturels sont vraiment très corrélés aux biens normaux, entre guillemets. Donc en fait, si vous avez un fort facteur de pénétration dans un certain pays sur les biens culturels, ça va être très fortement corrélé en fait aux biens normaux. Et donc là, il y a plusieurs explications. Un, c'est juste une corrélation, donc les deux sont déterminés par la même chose, donc c'est normal, mais il y a plus que ça. En fait, quand on explique le commerce de machines-outils, de voitures, etc., ou de vêtements par la distance, mais aussi par les biens culturels, il s'avère que les biens normaux réagissent aussi au commerce de biens culturels, ce qui traduit certainement un changement de préférence. En fait, on va influencer la vision
que le pays de destination a sur les biens du pays d'origine, on va créer une sorte d'amour bilatéral ou de désamour bilatéral si les choses se passent très mal. Et plus on va avoir ce soft power culturel au travers des biens culturels, plus on va avoir un facteur de pénétration sur les biens non culturels, ce qui a un impact évidemment sur la balance commerciale de ces pays-là. D'accord, donc si je comprends bien, plus on consomme des biens culturels d'un pays, je schématise, plus on va être attiré par ce pays, donc on va aussi se mettre à consommer d'autres biens qui ne sont pas forcément culturels de ce pays-là, et Absolument. c'est un peu un cercle... Absolument. Okay. Et donc du coup, les économistes se sont beaucoup demandé d'un point de vue théorique, mais c'est quoi l'équilibre final ? Parce que en fait, si on se met à consommer de plus en plus de biens culturels, et que donc du coup mes préférences changent, imaginons... Donc je vois de plus en plus de films américains. C'était souvent ce qu'on entendait. Je vois de plus en plus de films américains. Je vais préférer le Coca-Cola au vin rouge, pour donner des exemples vraiment très caricaturaux. Et donc on va avoir un changement qui est influencé en fait par ce qu'on a vu de manière dans les biens culturels. Un autre exemple qu'on peut donner, qui a été étudié par les sociologues depuis très longtemps, mais les sociologues faisaient ça de manière un petit peu qualitative, c'est-à-dire, même s'il y a des sociologues quantitatifs, c'est est-ce que ça va changer vraiment les préférences des gens ? C'est-à-dire, est-ce que s'ils voient Brandon dans une série télévisée, ils donnent le nom de Brandon à leur bébé ? Et donc ça, c'est génial en France parce qu'on peut vraiment voir ça. C'est-à-dire qu'on voit vraiment la pénétration des séries américaines, coréennes, japonaises, anglaises, allemandes, etc. Et on voit l'impact que ça peut avoir sur les prénoms. Et comme on peut mesurer, entre guillemets, la nationalité d'un prénom en fonction de là où ils sont donnés de manière primaire, on peut mesurer ça. Et il y a un impact. Donc il y a vraiment un impact. On voit des choses qui ont un impact. La question, c'est est-ce que c'est causal ? Et pourquoi est-ce qu'il y a un impact ? Donc on aperçoit, je vais reprendre le Brandon, Brenda, parce qu'en fait il y avait un Brandon et un Brenda dans la même série des années 90 et qu'on voit 80 je crois, et qu'on voit vraiment un impact énorme. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit quand on mesure ça, c'est que ça marche pour Brandon, mais ça marche pas pour John ou un autre prénom. Donc en fait, ce qui se passe chez les consommateurs de ces biens culturels qui sont des futurs parents, c'est que ils aiment voir des nouveaux noms. Et que ce soit Brandon ou que ce soit un nouveau nom à consonance autre, ce qu'ils aiment, c'est voir des nouveaux noms. Et donc ce que fait le bien culturel, c'est qu'il introduit de la nouveauté dans l'ensemble des possibles. Et en fait, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très fort. Et c'est pas tellement je l'ai vu, donc je fais pareil, et j'adore les prénoms américains. C'est ah bah tiens, c'est un nouveau nom, c'est un truc que j'avais jamais entendu. Et donc les consommateurs vont faire ça. Et ça a quand même un impact, entre guillemets. Mais c'est un peu différent de ce qu'on entend d'habitude. Donc voilà, c'est très intéressant. Et c'est vrai qu'il me semble qu'avec la série Game of Thrones, il y a eu beaucoup de Khaleesi, pour ceux qui connaissent un peu Game of Thrones, qui est un prénom très original. Ils lèvent la main s'ils sont. Peut-être qu'il y en a parmi nous. Merci beaucoup. Peut-être un point, si je peux me permettre de rebondir sur ce que disait Thierry, qui est extrêmement important, c'est qu'effectivement, il y a eu des écrits d'ailleurs d'économistes sur les échanges de biens et services culturels et qui montraient que ça permettait d'augmenter la diversité culturelle à l'intérieur des sociétés et qu'en même temps, ça diminuait la diversité culturelle entre les sociétés. En quelque sorte, ça fait une part d'uniformisation, si je puis dire, entre les sociétés, mais en revanche, ça introduit cette diversité, effectivement, Brandon et d'autres, à l'intérieur des sociétés. Merci. Vous nous disiez tout à l'heure, François Ronan Dubois, que ça pouvait échapper un peu à l'État, un succès culturel. Est-ce que le soft power peut être planifié par les États et comment s'organise concrètement la diplomatie culturelle ? Il y a deux aspects à la question. La première question, c'est est-ce qu'un État peut planifier la production des ressources dont il a besoin pour son soft power ? C'est-à-dire planifier la production artistique, production scientifique. Et ensuite, une fois qu'il a ces ressources à sa disposition, comment il s'y prend pour les employer. Si on est schématique, il y a deux exemples extrêmes, qui est celui des États-Unis et celui de la France. Aux États-Unis, sur la production des ressources culturelles, dans une large mesure, l'État fait le choix de laisser cette production à l'initiative privée. C'est-à-dire, il va partir du principe qu'une diversité culturelle va émerger, des produits culturels et des services culturels compétitifs, si
à travers le jeu de l'économie de marché, de la concurrence entre les entreprises, mais aussi de la concurrence entre les États qui composent les États-Unis, on va arriver à une forme d'excellence et que cette excellence, elle va s'exporter quasiment naturellement. Et ensuite, les ambassades américaines vont avoir un petit rôle dans la promotion de ces biens culturels, mais finalement assez peu par rapport aux grandes entreprises américaines qui en sont les principaux vecteurs ou aux fondations privées qui en sont les mécènes et les diffuseurs à travers le monde. Donc ça, c'est un modèle. Et c'est un modèle qui fonctionne dans une large mesure, qui fonctionne aussi bien pour la culture populaire, on en a parlé, mais aussi pour les grands artistes, pour la grande littérature. La France, elle fait un choix qui est totalement différent. Elle fait le choix d'abord d'avoir une action très forte de politique publique pour la production de la culture. Donc c'est l'éducation artistique et musicale obligatoire dans l'enseignement secondaire, ce sont les conservatoires de musique, les écoles d'art public dans le secondaire comme dans le supérieur, le prix unique du livre, enfin il y a toutes sortes de dispositions qui fait que l'État est très actif dans la création, de son point de vue, des conditions de possibilité de l'émergence de biens culturels extrêmement variés et de très grande qualité. Donc ça c'est la théorie. On en veut des très différents pour plaire à une grande diversité de publics et on veut que ce soit des biens culturels de grande qualité. Donc là, déjà, dans la production, dans le premier aspect de la chose, la question de la ressource, il y a deux stratégies différentes. Comment la France, elle mène concrètement sa diplomatie culturelle ? Alors, il faut avoir conscience d'une chose, c'est que l'investissement que la France fait par rapport à sa démographie et son PIB dans son réseau diplomatique, il est extrêmement disproportionné. Donc, en termes de nombre d'ambassades, c'est-à-dire de représentation diplomatique à l'étranger, la France est le 3e pays, après la Chine et les États-Unis, à avoir le plus grand nombre d'ambassades à travers le monde. Et on n'est pas le 3e de loin, on est à quelques ambassades de moins que les États-Unis, quasiment dans les 2/3 des pays du monde. Donc, par rapport au budget de l'État français, par rapport au nombre de concitoyens français, c'est un choix qui est disproportionné, qui peut s'expliquer par toutes sortes de raisons. Et à l'intérieur de ces ambassades, la France fait un choix qui est cette fois-ci unique au monde, c'est d'avoir un investissement massif dans sa diplomatie culturelle, en termes de nombre de personnes qui sont spécialisées et qui travaillent dans cette diplomatie culturelle et dans les budgets qu'elle lui alloue. Donc, comment ça se passe en quelques mots ? Dans la plupart des ambassades françaises, vous avez ce qu'on appelle un SCAC, un service de coopération et d'action culturelle, dont la seule fonction est la diplomatie culturelle envisagée au sens large. Donc ça va être tout ce qui est artistique, tout ce qui est scientifique et universitaire, et tout ce qui relève de la coopération éducative. Donc par exemple, la coopération éducative, c'est assurer que le français soit une option disponible dans les collèges et les lycées à l'étranger en langue vivante étrangère. Donc ça veut dire qu'il y a des gens dont c'est le métier dans la plupart des ambassades de France. Et quand on est dans un petit pays, c'est-à-dire un pays où l'ambassade de France est petite, il n'y a pas des gens dont c'est la spécialité, mais c'est quand même une mission qui lui est allouée par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et dans les pays où il n'y a même pas d'ambassade de France, il y a une ambassade de France dans un pays voisin dont c'est la mission d'intervenir dans ce pays. Donc il y a ces services-là, qui sont les plus gros services de l'ambassade en termes de moyens financiers et de moyens humains, avant les services économiques, avant la coopération militaire, avant la coopération politique, c'est le plus gros service. Et ensuite, autour de ça, la France a décidé d'avoir des établissements à l'étranger, c'est-à-dire d'avoir aussi d'autres types d'actions. Ça, ce sont les instituts français, les alliances françaises, qui sont des endroits où il y a des cours de langue, une médiathèque, peut-être une salle de cinéma, où il y a des activités culturelles. Donc c'est une institution culturelle à l'étranger. Il y a une différence entre les deux, mais peu importe. Il y a des lycées français à l'étranger, donc des établissements de l'enseignement scolaire du ministère de l'Éducation nationale français à l'étranger. Il y a des centres de recherche français à l'étranger qui dépendent souvent du CNRS, pas exclusivement, avec des chercheurs français qui peuvent aller à l'étranger apprendre davantage, faire du terrain dans des pays. Il y a même des fondations religieuses d'État françaises à l'étranger, les pieux établissements à Rome qui gèrent les églises françaises à Rome. Donc il y a vraiment un dispositif extrêmement large, et ça c'est spécifique à la France. Et un dernier mot, et à Paris, il y a toutes sortes d'opérateurs des ministères, d'établissements publics. Alors, l'Institut français c'en est un, il y en a d'autres,
qui ont une action dans la diplomatie culturelle. La conséquence de ça, c'est que, alors la version positive, c'est qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de moyens, il y a beaucoup de gens. La version négative, c'est qu'il y a beaucoup de gens et il y a beaucoup d'organisations. Donc, chaque organisation, fatalement, a sa propre vision de son métier, sa propre vision de la diplomatie culturelle, de ses objectifs et de la manière dont il faudrait faire les choses. Donc, l'État planifie parce qu'il investit. En revanche, il y a un coût de coordination à cette multiplicité. Donc la planification, c'est pas parce qu'elle existe qu'elle est toujours efficace. Merci beaucoup. Donc on voit qu'en France, l'État met les moyens au niveau culturel. Et alors sans aller dans tout le détail, parce que j'imagine qu'on pourrait en parler dans une conférence à part, mais ça remonte à quand cette volonté de l'État d'investir autant dans la culture au niveau mondial, bien sûr. Elle est extrêmement ancienne pour ce qui est de l'État français. Elle remonte au moins au début du XXe siècle et plus probablement, alors moi je suis historien de la Renaissance et des Lumières, la monarchie française, y compris au XVIIe, au XVIIIe siècle, a cette activité-là et voit dans le rayonnement de la culture française une composante de sa puissance. Donc c'est quelque chose qui est profondément enraciné dans l'imaginaire de l'État français, dans l'imaginaire de la puissance française. Donc la diplomatie culturelle, il y a quelques années, on a dit que la diplomatie culturelle française avait fêté ses 100 ans, en tant que vraiment fonction de l'État, pensée, organisée et mise en œuvre par des établissements. Ce qui n'est pas du tout le cas dans la plupart, la quasi-totalité des autres pays du monde. Merci. Et parfois aussi, vous m'aviez expliqué qu'il peut y avoir des efforts de la part de l'État pour peu de résultats. Vous m'aviez donné l'exemple de la Chine. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus, si c'est possible, ou quelqu'un... Thierry parlait du paradoxe de ce pays qui a énormément de moyens, énormément de gens, donc de producteurs artistiques potentiels. Alors la Chine fait ses efforts, c'est-à-dire elle s'inspire du modèle des instituts français ou des équivalents dans d'autres pays européens. Donc les Allemands ont le Goethe-Institut, les Espagnols ont le Cervantes, le Royaume-Uni a le British Council. Elle s'inspire de ça, elle crée des instituts Confucius. Donc certains de vous ont peut-être croisé la route des instituts Confucius qui, sur le modèle, c'est la même chose. L'Institut Confucius va vous donner des cours de langue, va vous proposer une bibliothèque de livres en chinois ou traduits du chinois, parfois des films. Il y a un ensemble de difficultés auxquelles se heurtent les instituts Confucius. D'abord, il y a une insistance du gouvernement chinois pour qu'ils soient implantés dans les universités étrangères. Alors que le Goethe-Institut, par exemple, de Paris, il a son bâtiment, c'est une organisation indépendante, il n'est pas implanté dans une université. Or, comme il y a un soupçon fort et de plus en plus fort d'espionnage scientifique et industriel de la part de la Chine, cette implantation à l'intérieur des universités, les gens ils lisent autre chose que de la diplomatie culturelle. Ils lisent moins du soft power qu'une tentative de sharp power. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point, comme tout État qui vise à exercer un contrôle extrêmement fort de ses productions culturelles de façon domestique, la Chine n'a pas à sa disposition la même diversité de productions culturelles, la même diversité de points de vue, de sujets que une démocratie libérale, par exemple. Et donc, en réalité, oui, il y a des contenus qui sont excellents, mais c'est des contenus qui sont relativement normés et qui, par conséquent, parlent à un certain type de public. Alors, ça peut être un avantage commercial malgré tout, puisque les distributeurs occidentaux des films chinois disent souvent que le film a été censuré en Chine pour appâter le public occidental qui se dit qu'il va aller voir une œuvre dissidente, et personne ne fait attention que dans le générique, le film a été validé par la China Film Administration, qui est le bureau de la censure. Donc, ça peut être un avantage commercial, mais ça reste minime. Et ensuite, il y a une distance culturelle, on l'évoquait tout à l'heure, qui est une distance linguistique et qu'une distance de code culturel, qui fait que souvent, le public, dans une grande partie du monde, en fait, a du mal à comprendre, si on prend un film, l'histoire, la logique de la narration, les motivations des personnages, qui est une distance que le public peut dépasser s'il porte un crédit au message moral, politique que contient le film. Mais si ça n'est pas le cas, cette distance, elle perdure et elle est un obstacle. Et donc, si vous allez dans des festivals du film de cinéma qui sont financés par l'ambassade de Chine en France, il y en a quelques-uns, la fréquentation est extrêmement faible. Peut-être juste un mot, il ne faut pas non plus sous-estimer le soft power chinois qui s'exerce notamment, alors peut-être moins chez nous, mais par exemple en Afrique, et qui est un soubassement qui permet ensuite
de marier, disons, ce soft power avec des interventions qui, elles, sont économiques, hein, qui consistent par exemple à créer des voies ferrées, etc., tout en rendant les pays d'Afrique extrêmement endettés vis-à-vis de la Chine et donc complètement dépendants. Donc il y a une politique qui est très pensée, qui est une politique à la fois de soft power et de pouvoir économique, de pouvoir même militaire. Et pour ajouter un point sur la Chine, c'est vrai que historiquement, c'est très lié les deux. Hein. Quand vous prenez par exemple une entreprise comme Poly International, je ne sais pas si vous connaissez, mais Poly, c'est devenu une des très grandes maisons d'enchères pour le marché de l'art international, depuis que la Chine est vraiment partie prenante de ce marché. En même temps, c'est une entreprise d'armement. Hein, qui doit son nom à l'armée de libération chinoise. Donc on voit quand même cette imbrication. Et si je peux me permettre juste un point quand même, vous avez décrit tout un paysage qui est effectivement extrêmement riche, hein, et vous avez raison, de l'influence française, mais en même temps c'est vrai qu'il y a un grand manque de moyens. Hein, franchement, il y a des instituts français, quand vous allez les voir, ça fait de la peine. Vous vous dites, oui, enfin, il y a des lieux où vous vous dites que c'est pas à la mesure de ce que représente la France pour ces pays. Et donc, il y a un vrai sujet. Puis, il y a un autre sujet qui est lié et qui est celui de l'interrelation, mais je veux pas être trop longue, entre la politique culturelle telle qu'elle est menée par le ministère de la Culture et la politique culturelle telle qu'elle est portée par le ministère des Affaires étrangères, avec quand même aussi des querelles de champ de compétences. C'est compliqué tout ça. Il me semble que, au-delà de la description de tout cet ensemble que vous avez extrêmement bien fait, il y aurait sans doute un travail de réenchantement de notre soft power à faire aujourd'hui. Oui, et vous avez tout à fait raison. Et ce que vous décrivez sur l'état, c'est-à-dire l'état de l'équipement, en réalité, c'est une discussion qui est aujourd'hui centrale. C'est-à-dire, est-ce qu'on a vocation, si on disons qu'on opère à moyen constant, ce qui n'est pas le cas, hein, on a perdu sur la diplomatie culturelle ce qu'on appelle le programme 185, qui est donc la partie du budget de l'État qui est consacrée explicitement à la diplomatie culturelle. Sur la dernière loi de finances, on est à 606 millions d'euros, donc ça ne représente pas la totalité de ce qu'on fait. Il y a le budget d'aide au développement auquel s'ajoute. Ça ne représente pas la totalité, mais malgré tout, par rapport à l'année dernière, on a perdu 46 millions d'euros. Et la question se pose, à moyen constant ou à moyen qui baisse, est-ce qu'on veut maintenir une présence de diplomatie culturelle dans pas la quasi-totalité des pays du monde, mais dans un très 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 grand nombre de pays, avec des bâtiments qu'il faut entretenir, des salariés qu'il faut payer de manière décente. Alors le niveau de vie augmente dans leur pays et leur salaire n'augmente pas toujours, hein, les gens qui sont recrutés localement, qui ne sont pas expatriés. Donc est-ce qu'on veut maintenir tout ça, ce qu'on appelle l'universalisme du réseau diplomatique français, ou est-ce qu'au contraire, il faut faire des choix qui sont pilotés par une stratégie? Mais qui est fondée à faire cette stratégie? Ça, c'est une grande question. Effectivement, il y a des querelles de chapelle entre les deux ministères et l'Élysée, entre les deux ministères et les services du Premier ministre, mais entre les ministères et leurs opérateurs. Plus vous avez un appareil complexe, plus, c'est ce que je parlais de coûts de coordination, plus vous avez des visions différentes qui crippent la machine. Et effectivement, sur l'influence chinoise, on voit bien que dans des pays très proches, où notamment, par exemple, il y a une coopération scientifique entre la Chine et le pays, donc par exemple le Pakistan, le taux d'apprentissage de la langue chinoise et le succès de l'Institut Confucius est beaucoup plus élevé. Donc il y a une imbrication de la question de la diplomatie culturelle et effectivement de la diplomatie économique et de la coopération politique. Merci beaucoup. Effectivement, c'est jamais tout noir ou tout blanc. Là, on a parlé un peu des avantages, enfin des faiblesses et des forces de la Chine, des faiblesses et des forces de la France. Donc, je voulais un peu revenir sur la notion, même si c'est un peu schématique, mais on a parlé beaucoup des gagnants. Là, on commence un peu à parler des limites. Donc, j'aimerais parler des perdants de cette mondialisation culturelle. Donc là, je vais m'adresser à vous, Françoise Benamou, et peut-être aussi à vous, Thierry Meyer, si vous voulez rebondir. Est-ce qu'il y a des perdants dans cette mondialisation culturelle et pourquoi? Même si on a déjà donné quelques éléments de réponse. C'est compliqué à dire parce que les choses sont toujours
On l'a vu, comme là, vous l'avez à dit, l'instant. difficile. Moi, j'ai été pendant 6 ans au conseil d'administration du Louvre, et ce que j'ai découvert, je savais pas, enfin, je m'en rendais pas compte, c'est que le Louvre, c'est pas qu'un musée, c'est un instrument. Alors là, pour le coup, de la diplomatie culturelle, un chef d'État qui vient à Paris, il va au Louvre, voilà, et des photos qui sont prises, etc. On voit tout ça. Il y a les prêts qui sont faits, il y a une espèce de G7 des musées, etc. Donc, voilà, on voit bien tout ça, et on voit en même temps à quel point tout ça est fragile, parce que dans la série des catastrophes, des calamités qui sont tombées sur le Louvre en cascade il y a quelque temps, on voit tout de suite les choses se retourner, etc. Donc dire qu'il y a des gagnants et des perdants, ça peut être conjoncturel, etc. Alors en réfléchissant à ça, je me suis aperçue qu'il y avait, alors il vaut ce qu'il vaut, un indice de soft power qui est calculé. Peut-être Thierry connaît ça, non? Alors je suis tombée là-dessus. En fait, c'est fait dans le cadre du forum de Davos. Alors il y a 55 critères ou quelque chose comme ça qui valent ce qu'ils valent, mais dans lesquels c'est assez intéressant parce que il y a à la fois des critères qui sont des critères vraiment culturels, puis il y a des critères sur la confiance qu'on peut avoir dans un pays et qui fait que les investisseurs vont y venir. Ça fait partie évidemment du soft power, etc. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que pour vous donner un exemple, donc la France est très haut, parce qu'elle est 6e dans ce concert des nations, ce qui est par rapport à la taille de notre pays vraiment très élevé, mais en même temps, on est en train de reculer un petit peu avec des performances plus faibles et une érosion notamment de la confiance, justement, de la confiance dans notre pays, et une forte notoriété quand même, avec avoir les JO, avec ce spectacle, j'allais dire ce spectacle spectaculaire, pardon, mais vous voyez ce que je veux dire, et donc la manière dont ça pouvait irriguer un soft power français à cette occasion. Donc des gagnants et des perdants, ça dépend du moment. Tout à l'heure, j'évoquais des pays d'Afrique, pas tous, mais des pays d'Afrique qui ont pu énormément souffrir justement de cette influence chinoise qui est assez violente. En même temps, vous avez par exemple un pays comme le Niger qui a un cinéma qui finalement s'exporte, parce que les grandes plateformes, elles recherchent évidemment le plus de programmes possibles, donc elles vont les chercher de manière très très large. Oui. Et oui, il y a peut-être des secteurs aussi qui sont moins exportables au niveau mondial. Oui, vous vouliez rebondir? Pour rebondir un petit peu là-dessus, je pense qu'il y a quelque chose qui traduit bien l'imbrication des différents types de politiques tournées vers l'extérieur en France. C'est que donc du coup, il y a une diplomatie culturelle qui est gérée donc, un peu par le ministère de la Culture, mais beaucoup par le Quai d'Orsay, qui gère aussi la diplomatie économique, parce que le ministère du Commerce extérieur, maintenant, c'est au Quai d'Orsay depuis longtemps. Et il y a vraiment cette imbrication, c'est que la projection de la France vers le reste du monde est vue comme un objet diplomatique, en fait, plus qu'économique. Ce qui est intéressant. Ça traduit aussi le fait, et ça, on n'est pas les seuls, je pense que tous les pays sont comme ça, que le commerce de biens culturels ou les exportations, le soft power culturel, c'est très mercantiliste dans l'esprit. C'est-à-dire, c'est vraiment, plus on a une diffusion de notre culture vis-à-vis du reste du monde, et mieux on se porte. Et plus on est envahi par la culture des autres, et moins bien on se porte. En gros, il y a quand même ça dans l'esprit de tout le monde. C'est quelque chose de très très naturel. Et d'ailleurs, c'est très difficile de convaincre l'opinion publique, un décideur politique ou un journaliste que, en fait, de temps en temps, l'importation c'est pas mal aussi, et les exportations, quelque part, on donne des choses aux gens, donc c'est pas sûr que ce soit tout le temps une bonne idée. Donc c'est très difficile de sortir de ce truc. Et d'un point de vue culturel, si on pense à la Chine, s'il y a un soft power qui a vraiment bien marché, c'est le nombre de médailles aux JO. Ils sont partis de très 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 bas, ils sont montés très très haut, et ça c'est un soft power énorme. Ils ont investi, là c'est peut-être plus facile parce que justement il n'y a pas de problème de langue. Et c'est encore une fois vraiment une idée de on va diffuser, on va prendre le plus possible. Donc, et en France, particulièrement parce qu'on a une tradition interventionniste et où l'État est très importante, et qu'il y a une grande tradition des grands corps de l'État qui dominent ces ministères de mercantilisme et de protectionnisme, on a vraiment ça qui est très fort. Et les économistes, moi je pense, Françoise me contredira si elle n'est pas d'accord, ont une vue
ambivalente de ça. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des très bonnes raisons pour lesquelles on peut vouloir avoir une politique protectionniste d'un point de vue culturel comme d'un point de vue non culturel. C'est ce dont on a parlé avant. Il y a des rendements croissants, il y a des externalités, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de choses qui vont être impactées par le commerce de la culture et qu'on peut vraiment avoir l'idée que le cinéma français, le cinéma italien, le cinéma allemand disparaît à cause des blockbusters américains. C'est une vraie perte. C'est une vraie perte d'utilité pour le pays. Et même si les gens sont schizophrènes et vont pas voir les films d'auteurs français, il peut y avoir une bonne raison, d'un point de vue de diversité culturelle, pour la possibilité de maintenir cette industrie, pour même ne serait-ce que le futur, de soutenir cette industrie. Donc il y a vraiment, et c'est des histoires, comme vous le disiez, très compliquées. C'est-à-dire qu'il faut vraiment essayer de mesurer qu'est-ce qui, chez le consommateur, fait qu'il va pas voir un film, qu'il va pas écouter une musique, mais qu'en même temps, il veut vraiment quand même qu'il reste du cinéma français et qu'il reste de la musique française. Donc c'est un petit peu compliqué, je pense, pour le décideur politique. Et c'est là que la politique culturelle, de promotion culturelle, qui est à la fois des outils protectionnistes, et pas seulement d'ailleurs sur les échanges de biens et services. Si je reparle des prénoms, c'était pas possible de donner un prénom étranger jusqu'à il y a pas longtemps en France. La culture, c'était pas possible. Il y avait une liste de prénoms, et cette liste de prénoms, elle avait les prénoms du calendrier catholique et puis les prénoms du calendrier révolutionnaire. Et si vous regardez le calendrier révolutionnaire, vous verrez qu'il n'y en a pas beaucoup en fait qui peuvent être choisis. En vrai, il y a juste Sylvie en fait qui est sortie de là. Et donc il y a vraiment cette vision que l'État français veut un peu contrôler la culture et qui se pense est une caractéristique de notre culture, qui est complètement différente des États-Unis et qui, je pense que là-dessus il faut se poser des questions toutes simples. C'est est-ce que ces externalités sont assez fortes? Est-ce que la volonté collective de promouvoir la culture est quelque chose qui est assez fort pour qu'on y mette ce budget-là. Et quand on fait ce genre de choses-là, est-ce qu'on n'a pas des effets négatifs de second tour qui sont un peu embêtants, comme par exemple, plus on va protéger, par exemple nos lois de protection sur le digital, qui sont très très bienvenues, il a été montré maintenant pas mal que ça nuisait à l'innovation, en particulier dans le secteur culturel, de nouvelles startups qui voudraient commencer à produire de nouvelles choses. Et quand même, il y a beaucoup plus de régulation, donc ça réduit un peu l'innovation. Quel est le bon arbitrage ? Là, j'avais envie de rebondir, parce que vous parlez de réglementation, c'est souvent au niveau européen, l'Union européenne. On a beaucoup parlé de la France, mais pas de l'Europe en tant qu'union. Est-ce que l'Europe, donc en tant qu'union, dispose des outils pour peser justement face aux États-Unis, même si vous avez expliqué déjà qu'au niveau, elle se positionne surtout au niveau réglementaire, mais voilà, j'aimerais avoir votre point de vue sur l'Europe. Ma perception là-dessus, mais François sera mieux informé, c'est que la France a ce soft power invraisemblable en Europe d'arriver à convaincre les partenaires européens que ce qui est bon pour la France est bon pour l'Europe. Et donc, c'est un truc incroyable. C'est vraiment très, très fort. En particulier sur la culture, où la plupart des pays sont vraiment pas du tout concernés par cette question. En tout cas, c'est pas très haut dans l'agenda. C'est très haut dans l'agenda français pour tout un tas de bonnes raisons et de mauvaises raisons. C'est très haut, par exemple, dans l'agenda anglais aussi, parce qu'ils ont un peu la même nostalgie d'une époque où tous les diplomates parlaient français, etc., et une époque où l'Angleterre régnait sur tout le commerce international. Et on a réussi à le passer. Et ça c'est assez fort. Et c'est fort parce que c'est pas passé en force. C'est-à-dire c'est vraiment du soft power. C'est vraiment expliquer, voici un peu quels sont les enjeux. Vous vous rendez pas compte, mais en fait, il faut vraiment protéger le cinéma italien aussi, et le cinéma français, ça passe dans le paquet. Et donc ça, c'est assez intéressant. Maintenant, est-ce que le fait qu'il y ait 27 opinions différentes, avec pas tout les mêmes objectifs, ça donne quelque chose d'efficace? Ça, je ne sais pas.
peut-être que François... Ça, moi non plus, mais en revanche, c'est vrai que la France a négocié, par exemple, la fameuse directive Télévision sans frontières, qui était une directive qui faisait qu'on avait des quotas à la télé, qu'on a encore d'ailleurs, européens et français, d'œuvres européennes et françaises, pour des raisons à la fois culturelles, mais aussi, en fait, industrielles, économiques. On voulait avoir une industrie audiovisuelle qui résiste malgré les produits américains. Eh bien, ça a été négocié, je crois, quand même un peu en sous-main, contre le fait qu'on lâchait un petit peu sur l'agriculture. Donc, effectivement, il y a ce poids de la France, et on le retrouve aujourd'hui dans les débats sur l'intelligence artificielle, effectivement, où la France, dans cette tension qu'évoquait Thierry entre régulation et innovation, bien, la France essaye quand même de tenir bon sur la régulation, qui est un peu son point fort. Pourquoi ? Parce qu'elle veut défendre le droit d'auteur, effectivement, et on retrouve les logiques culturelles de défense de la culture, qui sont à la fois tout à fait légitimes, mais qui sont sans doute en tension avec le développement d'une intelligence artificielle générative efficace. D'ailleurs, j'avais participé à une table ronde avec Yann Lequin, qui s'occupait alors de Meta, de l'intelligence artificielle chez Meta, et il expliquait, mais si vous nous mettez du droit d'auteur, nous, ça n'a pas de sens, parce que ce qu'on fait, c'est que, évidemment, on alimente nos intelligences artificielles avec tout ce qu'il y a sur le net. Et donc, on ne va pas se mettre à aller regarder ce qu'il y a du droit d'auteur, ce qu'il n'y a pas. Et c'est une vieille discussion qu'on a avec les Américains. On l'a eu avec Google. Lorsque Google a voulu créer une bibliothèque universelle, et où la France s'est opposée à cela. Pourquoi ? Au nom du droit d'auteur. Parce que Google, qu'est-ce qu'il faisait ? Il numérisait tous les livres des bibliothèques, et expliquait que les coûts de transaction étaient beaucoup trop élevés pour s'amuser à aller regarder s'ils étaient encore sous droit et pas sous droit, et qu'il y avait un truc formidable dans le droit américain qui n'existe pas dans notre droit, enfin, ou très peu, qui est ce qu'on appelle l'opt-out, c'est-à-dire, vous voyez que votre bouquin est dans la bibliothèque de Google, vous voulez pas et vous avez encore les droits, et vous demandez qu'on le sorte. Et les éditeurs disaient, mais non, c'est une folie, parce qu'on le sort d'un côté, on le remet d'un autre, parce qu'on va aller numériser une autre bibliothèque, etc. Et c'est un combat sans fin. Mais ce combat-là, c'est vraiment, je sais pas, c'est dans l'ADN français, dirais-je. Merci. Vous voulez peut-être rebondir sur ce sujet ? Sur la question européenne, aujourd'hui, une délégation de l'Union, enfin sur la partie vraiment l'activité diplomatique de l'Union européenne, aujourd'hui, une délégation de l'Union européenne a très très peu de compétences qui relèvent de la diplomatie culturelle. Un petit peu sur la diplomatie scientifique, mais la réalité de d'un diplomate qui travaille dans une délégation de l'Union européenne, donc c'est-à-dire dans une ambassade en quelque sorte de l'Union européenne à l'étranger, c'est qu'il doit coordonner les desiderata des ambassades des 27 si elles sont représentées, ou de ceux qui sont représentés. Et c'est quasiment impossible. Enfin, en pratique sur le terrain, c'est quasiment impossible. Donc, les seuls endroits où on voit à mon sens, c'est peut-être une exagération, une réelle activité européenne en termes de diplomatie culturelle, c'est dans l'aide au développement. Là, il y a une coordination, les gens mettent leurs ressources ensemble, et l'Union européenne va ouvrir des programmes pour soutenir le développement d'industries culturelles et créatives en Afrique, en Asie du Sud-Est, par exemple. Ce qui est vrai néanmoins, c'est que la préoccupation de la diplomatie culturelle dans les autres États de l'Union européenne, donc vraiment une diplomatie culturelle nationale, elle émerge de plus en plus. Nous, on le voit par le nombre de demandes d'expertise et d'échanges de bonnes pratiques qui sont adressées à l'appareil de la diplomatie culturelle française. Et donc, des États, notamment la Pologne, l'a fait beaucoup, a ouvert de plus en plus d'instituts polonais, est venu chercher des compétences de l'expertise pour les prendre ou pas ce qu'on leur racontait, ça c'est un autre problème, mais pour avoir ce rôle-là. Et les Ukrainiens l'ont également beaucoup fait. Oui. C'est vrai que pour rebondir peut-être un tout petit peu là-dessus, je pense qu'il est toujours de bon ton de moquer un peu l'interventionnisme et le régulationnisme français, ce qui est de temps en temps justifié, par exemple, effectivement, comme François le disait, il y a ces histoires de droits d'auteur, c'est quand même il y a très longtemps. C'est-à-dire que le tout début d'Internet, tout le monde se posait la question, mais qu'est-ce qu'on va devenir ? C'est-à-dire, qu'est-ce que la création artistique va devenir avec Internet, avec le streaming, Napster, pour ceux les plus vieux d'entre nous qui s'en souviennent encore, qui a été interdit, mais à la fin, le secteur de la musique a survécu et a réussi dans une sorte d'improvisation qui, à la fin, a bien marché.
Donc de temps en temps, la régulation et l'interventionnisme est un petit peu un manque de confiance dans les capacités des acteurs privés à trouver des solutions qui de temps en temps est un peu excessif. Mais, et ça je pense que c'est vraiment pour ça que nos partenaires européens à la fin disent les Français ils n'ont pas tout le temps tort surtout, c'est que ces acteurs qui nous disent qu'ils doivent tout numériser parce que c'est beaucoup trop cher de vérifier les droits d'auteur, en même temps, c'est des taux de marge et des taux de profit complètement invraisemblables. Donc c'est un argument qui tient absolument pas. Évidemment que c'est leur travail de faire cette vérification quand on est la principale capitalisation boursière du monde avec un des taux de marge les plus élevés du monde. Et là, je pense que la France aurait vraiment intérêt à dire attention, peut-être vous aimez pas qu'on parle de culture parce que vous avez l'impression que c'est de l'impérialisme culturel, mais en fait, faites attention, dans le secteur de la culture, il y a des concentrations en fait et des poids économiques qui sont en train de se mettre en place, qui sont gigantesques, qu'on contrôle pas du tout, et sur lesquels les États-Unis n'ayant plus aucune politique antitrust, ni sur la culture, ni sur rien, personne va les contrôler pour nous. Et donc, il faut bien qu'on ait conscience, en tout cas, que si on ne régule pas nous-mêmes, personne d'autre va le faire pour nous. Merci. Je vois que l'heure tourne, donc je vais vous laisser poser vos questions, si vous en avez, pour qu'on ait le temps quand même d'échanger. Ah oui, c'est toujours la première question la plus difficile, mais vraiment, n'hésitez pas. Parce que s'il n'y a pas de questions... Ah voilà, très bien. Bonjour à tous. J'aimerais savoir, est-ce que vous pensez que les attaques sur les services publics de l'audiovisuel, notamment de la part de l'ex-ministre de la Culture et puis même de la droite qui veut le privatiser, peut affaiblir le soft power de la France à terme? Voilà. Merci. Qui peut répondre? Je peux juste dire un mot sur le service public audiovisuel. C'est pas les attaques présentes, mais c'est vrai que c'est le secteur, le service public audiovisuel comprend France Télévisions, etc., l'INA, etc., et puis Arte qui est un peu à part parce que c'est franco-allemand. Et c'est vrai que il y a eu une action. Enfin, je trouve que c'est très important d'avoir un service public audiovisuel, y compris RFI aussi, pour l'international, très vivant et de qualité. Ça demande des budgets. Donc, si ces attaques se traduisent à terme par un assèchement budgétaire, oui, c'est préjudiciable au ce qu'on pourrait appeler le soft power français et à la culture française. Oui. Deux choses là-dessus. Moi, je pense d'abord, je pense qu'il y aura un retour d'expérience à avoir avec ce qui se passe aux États-Unis en ce moment et qui va éclairer le débat, à mon avis, français. Donc, les États-Unis sont en train de détruire totalement le service public audiovisuel qui existe, et il existe, en particulier donc NPR et aussi tous les systèmes de radio qui avaient historiquement pendant la guerre froide vocation à diffuser la bonne parole, mais aussi la culture occidentale de manière générale, sont en train de détruire ça. Et on va pouvoir voir assez vite si, par exemple, dans toutes les métriques de confiance, parce que ce qu'on peut mesurer très bien, c'est vraiment les sondages où on sait est-ce que les gens dans les pays ont confiance dans non seulement les États-Unis, donc ça va être compliqué parce qu'il y a plein de choses qui se passent en ce même temps, mais par exemple, est-ce que les États-Unis n'émettent plus? Est-ce que les gens ont confiance ou pas dans les valeurs de la démocratie, dans les valeurs occidentales, etc. Et ça, on va le voir. Donc peut-être que ça pourra éclairer le débat français, où on est quand même très très loin de détruire le système encore. Hein. Mais effectivement, où si les gens qui proposent de privatiser tout ça, ça peut avoir un coût, et ça peut avoir un impact sur notre diplomatie de manière générale qui est assez important. Je peux juste compléter. Donc, avoir bien en tête qu'il y a un audiovisuel public qui est destiné à l'audience domestique et il y a un audiovisuel public qui est destiné à l'audience internationale. Donc, c'est RFI, France Média Monde. On n'est pas les seuls à faire ça et je pense qu'il y a des points de comparaison qui sont intéressants. Si vous prenez BBC World, donc l'équivalent, on va dire, de France Média Monde, BBC World qui émet en farsi, par exemple, à destination d'un public iranien, c'est pas quelques personnes qui accèdent à ça, c'est 36 millions d'auditeurs, de téléspectateurs pour BBC World en farsi. Si demain,
le gouvernement britannique décide que ce dispositif-là, il est inutile, qu'est-ce que ça fait sur les chances de l'Iran d'aller vers davantage de démocratie? Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, France Médias Monde, donc, qui est notre audiovisuel public pour l'international, il est bien identifié comme un acteur du soft power français, y compris par d'autres puissances. C'est victime traditionnelle de cyberattaques extrêmement massives qui ciblent France Médias Monde, qui ont failli l'empêcher d'émettre à plusieurs reprises. C'est des tentatives de concurrence très très forte, notamment sur le continent africain, par la Chine, qui construit ses propres antennes, ses propres stations. Donc là, on a vraiment quelque chose qui est essentiel dans le jeu diplomatique et qui est relativement peu discuté, à mon sens, dans le débat démocratique français, ou qui est discuté comme une espèce de dépenses parfaitement inutiles et qui n'auraient aucun sens et aucun rôle dans la sécurité nationale et dans les valeurs qui nous constituent. Alors, cela dit, il y a des groupes privés aussi qui ont une action internationale. Quand vous prenez Canal+, par exemple, je crois qu'ils sont présents dans 70 pays, et tout particulièrement en Afrique, et d'autres, voilà. Donc, mais la question de l'audiovisuel est essentielle, et de la concentration de l'audiovisuel, et aussi qui possède l'audiovisuel. Ce sont des questions fondamentales. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour, je me posais juste la question du rôle plutôt de l'impact des diasporas finalement, plus du point de vue vraiment des flux humains dans tout ce sujet finalement de la culture au niveau mondial. Est-ce que justement des pays qui n'ont pas les moyens avec des moyens comme le cinéma ou la musique, de peser sur d'autres pays, finalement, essaient de compter également comptent vraiment sur leur diaspora pour essayer de peser, d'imposer un soft power dans les pays. Et même si en termes d'exemple, c'est vrai je pensais comme ça du coup au Japon, historiquement, qui est un pays où il y a très peu d'immigration. Est-ce que vous arrivez à voir avec les moyens de mesure, avec vos méthodes de mesure du soft power, que le Japon, justement, serait plus imperméable du fait de cette fermeture un peu à l'immigration à des pays, à la mondialisation culturelle, voilà, par exemple. Merci. Merci, c'est vrai que c'est un aspect qu'on n'a pas abordé. Peut-être Thierry Meilleur voulait répondre. Donc, d'un point de vue de ce sur quoi les économistes ont travaillé, donc il y a effectivement tout un corpus de résultats sur le fait que les migrations transmettent les préférences. Et ça, il y a deux canaux. D'abord, c'est parce que les gens voyagent avec leurs préférences et ils changent lentement leurs préférences. Ils changent, mais très lentement. Et ça a été documenté plein de fois. Il y a plein d'exemples, d'anecdotes, par exemple, où on dit, les gens, ils ont même au sein d'un pays, en fait, quand ils changent, ils bougent et ils continuent à consommer les mêmes marques, même si c'est beaucoup plus cher. Ils continuent à consommer les mêmes biens, même si c'est beaucoup plus cher là où ils sont. Et donc, il y a ces préférences qu'ils gardent avec eux. Et donc, forcément, s'ils sont plus nombreux, ça change le mix de préférences dans le truc. Et puis après, il y a cette diffusion horizontale. Et la diffusion horizontale, c'est j'arrive dans un pays, dans une ville, s'il y a suffisamment de gens, peut-être qu'autour de moi, ça va diffuser, les gens vont réaliser que tel trait culturel, on a parlé des prénoms, ça peut être la cuisine, ça peut être la musique, etc., va diffuser au fur et à mesure. Ça, c'est très bien documenté. Et il y a cet arbitrage, donc les sociologues l'avaient encore une fois vraiment un peu ça en tête, il y a une diffusion horizontale et une diffusion verticale. Donc en fait, vous avez envie que vos enfants mangent la même type de nourriture que vous, et eux, ils sont influencés par ce qui se passe en termes horizontaux, et il y a cette sorte de tension. Et l'équilibre va être un peu un mélange des deux en fonction des différences de choses là-dessus. J'étais à Yale il y a pas très longtemps, qui est dans une toute petite ville de la côte de la Nouvelle-Angleterre qui s'appelle New Haven, où il n'y a pas grand-chose. Et leur grande fierté,
c'est la pizza napolitaine de New Haven. C'était vraiment frappant. Leur grand truc, c'est on est à New Haven, il faut absolument que tu ailles dans une des 4 pizzas napolitaines, et c'est marqué partout, c'est leur fierté culturelle de New Haven. Donc ça dit que effectivement ça c'est vraiment important, et du coup ça impacte effectivement le fait, et ça a tout un tas de bonnes conséquences. Donc effectivement, si vous n'êtes pas ouvert aux migrants du reste du monde, vous n'êtes pas ouvert à leur culture, du coup, très certainement, s'il y a des tensions avec ce pays-là, ça va certainement pas faciliter les choses, quoi, de compréhension. Donc oui, c'est vraiment un facteur très important. Je crois que le plat préféré des Français, c'est le couscous. C'est vrai. Peut-être rajouter qu'il faut bien avoir conscience que pour un certain nombre d'États, la diplomatie culturelle, elle s'adresse aussi à leur diaspora à l'étranger, pour s'assurer que la diaspora conserve les bonnes valeurs, les bonnes pratiques culturelles, etc. Et qu'elle s'adresse aussi aux diasporas dans leur propre pays, qui sont en lien avec leur pays d'origine. Alors c'est le cas particulièrement pour des pays anciennement coloniaux comme la France. Le surinvestissement de la France dans ses anciennes colonies en termes de diplomatie culturelle, on peut le lire comme un néocolonialisme, on peut le lire comme une manière d'investir pour réparer une dette, mais c'est aussi une manière de toucher les familles des gens qui sont par ailleurs en France. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point, il y a un fantasme dans une certaine partie du spectre politique qui voudrait que la culture d'un pays, ce soit une culture ethno-nationale. En réalité, non. C'est-à-dire, par exemple, un des grands produits d'export musical de l'Australie, qui n'est pas un grand exportateur culturel, c'est la K-pop. Parce que la diaspora coréenne, australienne, produit de la K-pop qui est à la fois coréenne et australienne dans ses textes, dans ses préoccupations, dans son style musical. Donc avoir une diplomatie culturelle forte, c'est aussi tirer parti de l'ensemble des ressources culturelles qui sont produites par toutes les personnes qui vivent sur son territoire national. Merci. Peut-être une dernière question, et on a le temps ? N'hésitez pas. Bonjour. Vous parliez rapidement des médailles, notamment pour la Chine. Est-ce que c'est le même fonctionnement un peu pour le soft power dans le milieu du sport et les mêmes pays, ou est-ce que c'est deux fonctionnements complètement différents ? Alors c'est une dimension explicite, en tout cas pour la France, les autres pays je connais moins, c'est une dimension explicite, c'est-à-dire c'est une mission d'un service culturel que de promouvoir la pratique sportive. En réalité, c'est plus compliqué parce qu'il y a des spécialités disciplinaires. Donc tous les pays ne sont pas forts dans tous les sports. Et donc là, la grande question, c'est est-ce que vous êtes capable d'être fort dans tous les sports et donc de vous illustrer dans les compétitions qui sont plus regardées, Jeux Olympiques. Donc ça, c'est la première question. Si vous êtes un pays comme la Slovénie, vous êtes très fort en escalade. Bon, c'est super pour vous, mais ça ne va pas vous servir beaucoup dans votre soft power, à part pour une section très précise de la population. Ce qui compte, c'est le foot et les Jeux Olympiques. Ensuite, il y a toute une partie dont on n'a pas vraiment parlé, qui est la question de la culture traditionnelle et de la diffusion des savoirs et des pratiques traditionnelles. Et là, à nouveau, dans le sport, il y a un enjeu. C'est-à-dire qu'il y a des sortes de Jeux Olympiques parallèles, des circuits sportifs parallèles sur les sports qui sont liés à une identité nationale. Vous avez ça dans les Jeux du Pacifique, par exemple, dans les Jeux du Commonwealth, dans une certaine mesure, parfois dans les Jeux de la francophonie, qui font l'objet d'une diplomatie culturelle par des États auxquels on pense moins souvent. Je connais bien l'exemple des Jeux du Pacifique, où des États vont promouvoir un sport qui est rattaché à une pratique traditionnelle, et la compétition sportive va être une manière de faire valoir une spécificité culturelle et une densité culturelle historique. Merci. Je crois qu'il va être temps de conclure notre table ronde. Donc, merci à vous trois. C'était vraiment très passionnant. Donc, merci beaucoup pour tous les éléments que vous avez apportés. Merci à l'équipe de Citeco pour cette conférence, et merci à vous, auditrices et auditeurs, pour votre attention et votre intérêt et vos questions. Donc, comme le disait Aurélie, cette table ronde, c'était la dernière du cycle organisé cette saison sur le thème de la mondialisation. Et pour les plus curieux et curieuses d'entre vous, vous pouvez retrouver les précédentes sessions sur le compte YouTube de Citeco, et vous pouvez même revoir
celle-ci si vraiment vous êtes passionné dans quelques jours. Et j'en profite aussi, normalement ça va s'afficher, voilà. Si vous connaissez pas Briefeco, qui est vraiment un média formidable, vous pouvez scanner ce petit QR code et vous pouvez découvrir Briefeco gratuitement pendant 1 mois. Voilà, comme je disais, nous on essaye vraiment, il y a beaucoup de médias qui prennent parti et c'est bien aussi qu'il y ait des médias comme ça engagés. Nous on essaie d'être neutre, factuel et vraiment d'essayer de respecter chaque point de vue et d'aider à mieux comprendre l'économie de manière pédagogique et accessible vraiment pour le grand public. Donc n'hésitez pas, c'était la petite session promotion de Briefeco. Donc j'étais ravie d'être avec vous et je vous souhaite un excellent week-end riche en découvertes culturelles, je l'espère pour vous. Merci.